Alors voyons maintenant donc les quatre équations fondamentales qui donnent donc le champ électromagnétique et le lien entre les deux composants, c'est-à-dire le champ électrique et le champ magnétique. Donc c'est ce qu'on appelle les équations de Maxwell, donc du physicien James Clerk Maxwell, qui dans les années 1870 a donc réussi à faire on va dire, un bilan de tout ce qui avait été vu jusqu'à présent fait en électromagnétisme et qui a même rajouté un terme dans une équation pour qu'elle soit correcte. Donc elles sont au nombre de 4, exactement comme les 4 équations locales qu'on a vues dans le chapitre précédent, lorsqu'on est dans le cas particulier de régime uniquement statique. Et donc on va voir que ces 4 équations de Maxwell sont très proches, avec simplement, potentiellement, enfin dans certaines, un ou deux termes en plus. Alors commençons donc par l'équation de Maxwell qui est liée au théorème de Gauss. Donc on va l'appeler Maxwell-Gauss. Eh bien on a de la chance, le fait d'être en régime variable eh bien, ne change pas la forme de l'équation de Maxwell-Gauss. Donc en local, on a toujours divergence du champ électrique au point M, mais ce coup-ci à l'instant T, j'avais oublié T, est égal à la densité de charge en ce point à cet instant sur epsilon 0. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler Maxwell-Gauss Mg. Et donc si on veut remonter à la forme intégrale, eh bien on fait Green-Ostrogradsky dans le sens inverse, et on retrouve le théorème de Gauss intégral, donc avec le flux du champ à travers une surface fermée, est égal à la charge intérieure à cette surface fermée sur epsilon 0, sachant que cette fois-ci la charge peut dépendre du temps. Et donc selon le cas, eh bien, il peut être plus facile d'utiliser la première ou la seconde. Donc lorsqu'on va s'intéresser aux ondes, on utilisera forcément la première, on l'a déjà expliqué pourquoi, et parfois quand on veut calculer un champ, il est plus simple d'utiliser la seconde. Alors, seconde équation de Maxwell, l'équation de Maxwell, alors celle-là elle a un nom qui ne fait pas consensus, bon, moi je l'appelle Maxwell flux, on peut trouver d'autres noms, c'est la seule, les autres elles ont des noms qui sont bien fixés. Donc voilà, donc l'équation de Maxwell flux. Et bien là aussi, on a de la chance, elle a la même forme qu'en statique. Donc c'est que le champ magnétique a toujours, quel que soit le régime, une divergence nulle. Ça veut dire que, quelle que soit la source, on prend un petit volume, donc entouré par une surface fermée, et bien quand on calcule ce qui, entre guillemets, rentre dans ce volume et ce qui sort de ce volume en champ magnétique, eh bien il y a toujours la même quantité. Donc le flux total est nul. Et ça, si on remonte en macroscopique, eh bien, voilà, le flux total sur n'importe quelle surface fermée est nul. Alors, une conséquence de ça, c'est que quand on regarde une carte de champ magnétique, eh bien, on a déjà une information sur l'intensité, enfin, pas sur l'intensité, mais sur l'intensité de ce champ magnétique, c'est-à-dire est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est faible dans certaines zones de l'espace. Alors pourquoi? Parce que si on prend une carte de champ donc, qui donne les lignes de champ, alors si ça ne donne pas explicitement les lignes de champ, il suffit de relier ensemble tous les champs magnétiques, donc qui sont comme ça, etc. Donc là, je la fais en 2D, enfin, je fais une mauvaise 3D, disons. Hop, imaginons ici une surface d'entrée, ici une surface entre guillemets de sortie, et une surface latérale qui est ici portée par eh bien, les lignes de champ. C'est-à-dire qu'ici, en gros, on a un cône. Donc là, on a quelque chose qui forme un cône. Donc le champ magnétique va être forcément ici tangent à la surface. Ça veut dire que si je découpe la surface latérale comme ceci, eh bien on va avoir un flux nul. C'est normal puisque le champ ne sort pas de la surface latérale vu qu'on a défini la surface latérale à partir du champ. Donc ici on n'a aucun flux qui traverse la surface latérale. Du coup le flux il sera uniquement, par exemple si je continue comme ça, il y aura un flux uniquement en entrée ici et en sortie. Du coup, ce que dit le flux conservatif, c'est qu'il va en entrer autant qu'il va en sortir. Or, le flux en entrée, ça va être le champ d'entrée fois la surface d'entrée. Le flux en sortie, ça va être le champ de sortie fois la surface de sortie.
Et du coup, ça doit se compenser, ça doit être égal, en norme, parce qu'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, mais pas en norme, pardon, en valeur absolue. Et donc, ça veut dire que le champ sortant sur le champ entrant, en norme, est égal à la surface d'entrée sur la surface de sortie. Et donc, dans mon cas, la surface d'entrée est plus grande que la surface de sortie. Donc, ça, c'est plus grand que 1, donc le champ en sortie est plus grand que le champ en entrée. Autrement dit, ça veut dire que là où les lignes se resserrent, c'est-à-dire que la surface est plus petite, eh bien, le champ est plus important. Donc voilà l'information qu'on peut avoir directement avec les cartes de champ. Là où les lignes sont serrées, eh bien, c'est intense. Là où les lignes se desserrent, eh bien, le champ diminue en norme. Alors, attention, ça, c'est vrai uniquement pour des surfaces fermées. Par contre, évidemment, on n'a aucune information quand on a une surface qui est ouverte. Le flux du champ magnétique, là, il peut valoir n'importe quoi, ça dépend du champ, ça dépend de la surface. C'est uniquement sur une surface fermée que le flux est nul. Alors ça va être important pour la prochaine équation de Maxwell qui s'appelle l'équation de Maxwell-Faraday. Donc Michael Faraday, c'est un physicien anglais, pareil, du 19e siècle, mais plutôt du début du 19e siècle, et qui lui a beaucoup étudié et qui a découvert plein de choses au niveau de l'induction. Donc l'induction, vous le savez peut-être, c'est le fait qu'un champ magnétique variable dans le temps peut donner une tension électrique. Alors on va spécifier ça. Alors ici par exemple, je vous ai mis un schéma de l'application la plus pratique dans tous les foyers ou dans beaucoup de foyers, c'est les plaques à induction. Donc le principe c'est, vous avez ici une plaque vitrocéramique qui est transparente aux ondes électromagnétiques, donc notamment aux champs magnétiques. Du coup, en dessous, on a une bobine, alors là c'est schématique, mais on a une bobine qui, j'imagine avec un noyau ferrique pour augmenter l'intensité du champ magnétique. Mais donc on a une bobine qui va être parcourue par un courant variable. Alors variable non seulement parce qu'il est branché au secteur, donc qui a une fréquence de 50 Hz, mais en plus, vu que la loi de l'induction, comme on va le voir, dépend de la dérivée du flux du champ magnétique, c'est-à-dire que plus le champ magnétique va varier rapidement, plus la conséquence, c'est-à-dire la tension électrique créée, va être importante. Et donc ici, on a un système électrique qui permet de passer de 50 Hz à 25 000 Hz. Donc ça augmente énormément la vitesse d'oscillation du champ magnétique. Et donc on va obtenir un phénomène d'induction qui sera bien plus important. Donc on va avoir ici un champ magnétique qui varie très vite, qui va créer une tension dans le fond de la casserole. Or, qui dit tension, dit courant, et qui dit courant, dit effet Joule. Donc la tension va créer un courant qui va créer de la chaleur, qui va ensuite être transmise aux aliments à chauffer. Alors, comment ça marche plus précisément? Donc, quelle est la loi exacte? Donc la loi déterminée par Faraday, elle est là, c'est la FEM, c'est-à-dire la tension créée par le phénomène d'induction, est égale à l'opposé, on va voir pourquoi il peut y avoir un signe, de la variation temporelle du flux du champ magnétique à travers la surface. Alors quelle surface? Et qu'est-ce que c'est que cette tension? Donc considérons une zone de l'espace dans laquelle il y a donc un champ magnétique variable. Je prends un fil électrique et j'en fais une surface. Donc ici, j'essaye de faire à peu près en 3D, donc je fais une surface qui est à peu près circulaire. Alors, le phénomène qu'on décrit est valable dans tout l'espace. C'est-à-dire je pourrais imaginer un autre contour virtuel. Sauf que si on est dans le vide, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une tension créée, mais il ne va rien y avoir, puisque il y a beau y avoir une tension, ici il n'y a pas d'électrons qui peuvent se déplacer, donc il ne pourra pas y avoir de courant. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse en général toujours à un fil électrique, parce que potentiellement il y a des électrons qui peuvent se déplacer. Donc ce fil électrique, j'en fais un circuit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de générateur. Ce fil électrique donc entoure une surface. Cette surface entourée, je la découpe, comme d'habitude, en petites surfaces ds. Alors,
ici, vu qu'on a une surface ouverte, le sens de ds n'est pas défini conventionnellement, donc il faut le préciser. Alors, ce sens, rappelez-vous, il n'est pas au hasard, il va être lié au sens de parcours, ici, du contour qui enferme cette surface S. Donc, pour être cohérent avec la règle de la main droite, si ds je prends vers la droite, il faut que ici le sens de parcours soit comme ceci. Donc, on a un champ magnétique qui va créer un flux à travers la surface entourée par le fil électrique. Ce flux va être variable vu que le champ magnétique est variable. Et donc, d'après cette loi, il va y avoir création d'une FEM. C'est-à-dire que tout va se passer comme si, eh bien, il va y avoir un générateur dans le fil. Donc, il va y avoir un courant induit dans ce circuit. Et donc, ce signe au moins, il veut juste dire que, eh bien, par exemple, si le champ magnétique augmente sur un intervalle de temps, eh bien ici, la FM va être négative, puisque la dérivée va être positive. Donc ici, avec le signe au moins, la FM va être négative. Donc en réalité, le courant va aller dans l'autre sens. Et par contre, si B diminue, eh bien ça va être positif. Donc la FM va bien être dans ce sens-là, et donc l'intensité va bien être dans ce sens-là. Donc voilà pour ce phénomène. Et donc cette loi de l'induction, on va évidemment l'écrire sous forme locale. Alors pour l'écrire sous forme locale, il va falloir d'abord spécifier un petit peu ce que c'est que cette FM, parce que donc il y a une interprétation plus précise que dire c'est un générateur idéal, un générateur de tension idéal. Alors en fait la FM, sa définition, c'est l'énergie reçue par une charge divisée par cette charge. Alors donc ça va être l'énergie reçue par cette charge lorsqu'elle fait un tour de circuit. Et donc on divise cette énergie par la charge de cette particule, et ça, en termes de dimension, on peut montrer que c'est une tension. Donc la FM est une tension. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir cette idée que la FM est liée à l'énergie communiquée aux particules chargées qui peuvent se déplacer dans le circuit. Et donc, d'où vient cette énergie? Eh bien cette énergie, on l'a vu précédemment, elle ne peut être uniquement due à un champ électrique. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le champ magnétique, lui, ne travaillait jamais. Donc le champ magnétique ne donne pas d'énergie à une particule. Donc ici, cette FM est directement définie à partir de l'énergie reçue, donc elle va être liée au champ électrique existant dans le circuit. Donc, pour voir ce lien, eh bien, je sais que la force électrique, c'est la charge de la particule fois le champ électrique à l'endroit où est la particule. Et le travail, de manière générale, c'est la force scalaire de déplacement. Donc je remplace le travail ici par la force scalaire de déplacement. Je développe, ça fait Q fois E fois dl. Les Q se simplifient, et donc j'en déduis qu'en fait, la F et M dans un circuit, c'est la circulation du champ électrique le long de ce circuit fermé. Du coup, grâce à ça, je vais pouvoir simplifier, enfin plutôt écrire la relation de Faraday sous forme locale. Donc l'équation de Faraday, c'est E égale moins dφ sur dt. E, on vient de voir, donc la Fm, c'est la circulation du champ électrique le long du circuit. Donc ici, j'ai une circulation, et à droite, en fait, j'ai un flux. Donc on a l'opposé de la dérivée temporelle du flux de B est égal à la circulation. Si je veux aller plus loin, en fait, je vais transformer la circulation sur un contour fermé grâce à Stokes. Donc la circulation sur un contour fermé, c'est égal à la somme sur la surface entourée du rotationnel de ce champ scalaire ds. Donc ds étant lié, grâce à la règle de la main droite, au contour. Du coup, on fait la même chose qu'on avait vu avec Maxwell-Gauss. Donc on fait passer un terme de l'autre côté, on met ensemble les dérivées, les intégrales, pardon. Donc ça fait l'intégrale sur S de ρ de E plus la dérivée temporelle de B, le tout scalaire ds, est égal à 0. Donc, ou alors, carrément, on voit que ces deux termes sont égaux, donc il faut que les intégrales soient égales. Donc j'intervertis, je fais rentrer la dérivée. Et donc pour que les intégrales soient égales alors qu'on n'a pas spécifié S peut être n'importe quoi, eh bien il faut que ce qui est intégré soit le même à gauche et à droite. Donc on en déduit que
rotationnel de E est égal à l'opposé de la dérivée temporelle de B. Voilà donc l'équation qu'on va appeler l'équation de Maxwell-Faraday. Alors, rappelons-nous, en local, on avait rotationnel de E est égal à 0. Donc voilà une première différence entre les lois fondamentales valables tout le temps et les lois statiques. En statique, le champ électrique a une circulation qui est conservative, c'est-à-dire son rotationnel est toujours nul. En variable, ce n'est plus le cas. Quand il existe un champ magnétique variable, eh bien, le champ électrique a une circulation qui est non conservative, et ça tombe bien, puisque la circulation, c'est la FEM. Donc grâce à l'induction, on est capable de créer des tensions, et donc après, on peut l'appliquer dans de nombreux domaines. Enfin, pour finir, la dernière équation, ça va être donc l'équation de Maxwell-Ampère. Donc c'est le théorème d'Ampère, mais qui va être généralisé. Et donc pour ça, on a besoin d'ajouter un terme. Donc c'est ça l'apport de Maxwell, c'est lui qui a ajouté ce terme-là. Donc ici, on a le rotationnel du champ magnétique est égal à μ0 fois la densité de courant plus ce terme-là. Et du coup, Maxwell, par comparaison, puisque en fait ce terme-là, ε0 fois la dérivée de E par rapport au temps, eh bien ça a la même dimension que J. Donc il a appelé ça le courant de déplacement. Bon, c'est plus trop utilisé, mais il y a encore certains professeurs qui peuvent utiliser ce terme, donc je vous le donne. Donc voilà, le champ magnétique est un champ dont le rotationnel en général est non nul, mais ce rotationnel non nul, il est dû non seulement au déplacement réel de charge, donc de particules chargées, mais également à la variation temporelle du champ électrique. Donc ça, c'est directement l'équation locale, donc Maxwell-Ampère. Et si on veut l'équation intégrale, eh bien à nouveau, on utilise Stokes à l'envers. Donc le rotationnel, ça amène à la circulation sur un contour fermé. Ça se transforme au flux de J, c'est-à-dire au courant. Et donc ça se transforme au flux de la dérivée temporelle de E, que je peux sortir. Et donc ici, on a μ0 ε0 fois la dérivée temporelle du flux de E à travers une surface S. Et donc quand on est dans la RQS, c'est-à-dire lorsque les sources donc, varient dans le temps, mais relativement lentement, donc on verra ce que veut dire ce relativement lentement dans le prochain chapitre, eh bien ce terme-là va pouvoir être négligeable, et du coup Maxwell-Ampère, même lorsqu'on n'est pas en statique, eh bien en RQS sera valable. Donc on aura uniquement ces deux termes-là en RQS. Donc voilà pour ces 4 équations fondamentales qu'on va maintenant appliquer dans plusieurs exemples, dans plusieurs domaines.